Hola, hola et bienvenue sur ce nouvel interview spirituelle. Je suis Sandra, coach formatrice intuitive et accompagnante holistique et énergétique depuis 2020 à travers l'intuition, la médiumnité, le tarot et la cartomancie notamment. Et j'ai à cœur avec ces interviews de pouvoir un petit peu démystifier le monde du subtil, des énergies, mais aussi et surtout de découvrir des univers, des personnes et des pratiques, des voies d'accès à notre intuition et à notre soi qui sont différentes et qui pourront justement parler à certains et à chacun d'une manière différente pour peut-être pouvoir explorer des parties de soi. Donc, je suis très contente de te recevoir, Aurore. Merci, Aurore, qui est du coup auteure, formatrice aussi spirituelle, alchimiste. Je te laisserai peut-être ajouter quelque chose si tu souhaites te présenter. Oui, merci déjà pour l'invitation. C'est toujours une joie de me faire tendre le micro. C'est des espaces qui sont agréables pour moi. Me présenter, tu as dit déjà quelques mots qui font partie de ce que je peux utiliser comme caractéristique. Moi, ce qui me passionne, c'est l'être humain dans son ensemble, c'est le vivant, c'est nos capacités à nous rencontrer, à être ensemble, à les connecter aussi avec notre authenticité, notre vérité, notre amour naturel qu'on porte à l'intérieur de nous. Et j'ouvre des espaces justement pour accompagner les personnes à aller rencontrer ça et à libérer ce qui peut parfois bloquer un peu le passage. Mm. Et justement, pour poser une question générale, j'aime bien poser cette question, c'est qu'est-ce que c'est l'intuition ou le soi pour toi? Alors, l'intuition ou le soi, moi, je pense que déjà, je différencierais les deux, Oui. dans le sens où le soi, pour moi, c'est notre être profond, c'est notre nature divine. On a oublié qu'on était ça. Ouais. On doit avoir un ego qui nous permet de survivre et de nous rappeler que on est dans une espèce de jeu de la vie et qu'il y a des règles du jeu et des lois à respecter. Mais si on va tout au fond, voilà, notre nature, elle a juste envie de vivre, d'expérimenter et d'être dans l'amour. Mhm. Et l'intuition, ça pourrait être la manière dont les informations transitent du soi à notre conscience, à notre esprit, à notre mental, à notre moi, à notre ego. Voilà, c'est un peu comme ça que je le verrais. D'accord, oui, pour toi, c'est comme un canal, en fait, Exact. voie Ouais. d'accès. Ok, Mm. intéressant. J'aime bien poser cette question parce qu'il y a des réponses différentes à chaque fois et puis ça peut parler voilà, d'une manière différente à certaines personnes. Du coup, donc toi, dans tes pratiques, est-ce que tu considères justement pardon, je le prononce mal, le breathwork alchimique, c'est dur à dire, Mm. comme une voie d'accès justement à cette intuition, ou c'est pour toi déjà un canal d'accès au soi, à l'âme qui permet justement ces libérations, etc. Est-ce que tu veux définir peut-être ce que c'est? Parce que moi aussi, j'ai entendu parler du breathwork, mais je découvre plus profondément du coup avec toi ce que c'est. Mm. Alors, moi, je t'avoue que je parle pas trop d'intuition dans mes espaces. C'est Ok, plus la technique que j'utilise beaucoup. Pour moi, le breathwork, c'est plus une pratique qui nous permet d'aller connecter au vivant à l'intérieur de nous. ok. Le vivant, ça passe par une pulsion de vie, tu vois, qui est à l'intérieur de notre corps. Et c'est le souffle qui nous permet d'accéder à ça, d'aller connecter avec notre puissance, avec notre feu sacré, avec le mouvement à l'intérieur de nous. Et ce mouvement, ça passe aussi par nos émotions, par tout ce qui circule en fait dans nos cellules et qui a besoin d'être voilà, d'être mis en circulation. Et le breathwork, c'est une pratique, bon, il y en a plein, hein, des techniques différentes, mais celle Mm. que je pratique, moi, elle est assez simple. C'est une respiration circulaire qui permet de nous mettre dans un état de conscience modifié. Et ça permet de poser un peu notre cerveau, poser notre mental, en tout cas le mettre un peu plus à l'arrière-plan, baisser un petit peu la garde de l'ego aussi, qui est tout le temps un peu en vigilance, qui est tout le temps en train d'analyser son environnement et aller dans un espace où on est plus dans le ressenti. Et donc changer de fréquence aussi de notre cerveau. Et donc c'est ça qui nous permet de connecter à différentes choses. Et après là, ça peut être assez varié.
On peut aller connecter justement avec notre inconscient et donc là, ça peut passer par des images, avoir des visions, connecter avec des mondes subtils, nos mondes symboliques, intérieurs. On peut aussi avoir des libérations émotionnelles, si on a de la colère qui doit sortir, de la tristesse, mais ça peut aussi être des grandes joies, de l'extase, tout ça. Et puis il y a aussi ensuite quelque chose de très physique. On peut vraiment se connecter à notre corps, à nos ressentis, à ce qui se passe à l'intérieur de nous, sur différents plans. Et c'est pour ça que je trouve que cette pratique, elle est géniale parce que, on se reconnecte à la fois quelque chose de très simple et de très puissant. Merci. Donc c'est une pratique, donc toi, c'est vraiment l'espace de la présence et du mouvement, en fait, que tu viens chercher là-dedans. Et ça m'intéresse parce que je suis, voilà, personnellement, par exemple, quelqu'un de plutôt actif dans le mouvement, etc. Donc ça me parle assez. Et à la fois, du coup, comment ça se matérialise dans ta pratique? C'est-à-dire, c'est de la respiration, mais tu parles de mouvement, c'est intérieur ou tu amènes aussi du mouvement extérieur? En fait, les espaces, ils sont portés par, de la musique. Il y a des D'accord. playlists qui sont créées, par rapport à nos systèmes énergétiques. Donc ça t'emmène dans un voyage avec plein d'énergies différentes. Il y a aussi des sons dans l'espace. Moi, j'utilise des instruments, donc il y a des gongs, il y a des maracas, plein d'instruments différents, le tambour aussi que j'utilise beaucoup. Et je chante, donc il y a de la voix qui porte aussi à certains moments et donc c'est aussi avec tout ça que j'accompagne les gens et c'est ce qui va souvent initier un et effectivement, c'est la personne qui est dans l'espace. Moi, j'anime des espaces, seule jusqu'à 8-10 personnes, mais ensuite après j'ai des assistantes parce que quand c'est des gros groupes, là, en général, quand j'ai 16 personnes, dans mes stages, j'ai toujours au moins une assistante, donc c'est plus confortable. Et est-ce que tu as un process, entre guillemets, pour poser ton intention, justement en étant facilitateur, pour déclencher cet espace de connexion en soi et de présence, de mouvement? Est-ce qu'il y a une intention précise que tu poses ou Bah, moi, la façon dont ça se déroule en général, c'est qu'au début, il y a je pose un cadre, je dis un petit peu comment ça va se passer, j'invite les gens à vraiment sentir, voilà, qu'est-ce qui est présent pour eux à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils ont envie d'aller rencontrer à l'intérieur d'eux et puis, avant d'entrer dans la pratique, il y a tout un protocole où je les invite à se connecter à leur corps. Il y a un temps d'ancrage avec le tambour, pour qu'ils puissent justement poser une intention à l'intérieur d'eux. Moi, j'ai pas vraiment d'intention ou d'attente. Moi, ma seule intention, c'est d'ouvrir un espace, de présence? sécurisant, voilà, sécurisant de présence où il y a, le contexte pour créer, un espace sacré, une cérémonie et ensuite, c'est les personnes qui savent, de quoi elles ont besoin et bien sûr, chaque groupe est différent, chaque personne est différente. Même le choix de ma playlist, ça va aussi être différent en fonction de ce que je vais sentir par rapport aux énergies du moment et c'est ça qui est intéressant aussi à voir. Mmh. C'est intéressant et ça m'intéresse de poser cette question parce que, j'aime, voilà, savoir, quand les praticiens ont ce positionnement aussi, ben, de présence et surtout pour permettre à l'autre de venir trouver sa propre intention et son propre questionnement et ce dont il a besoin, voilà, et pas forcément de vouloir quelque chose, pour la personne qui vient être, accompagnée. Je trouve que c'est important aussi, dans l'accompagnement, Oui. spirituel, énergétique. Bah, c'est ce que je transmets en général, à mes élèves. Je leur dis: «Il faut pas avoir d'attente. Plus vous êtes dans la volonté et dans l'attente qu'il se passe quelque chose et moins vous allez être dans le juste» parce que chacun a son propre rythme, chacun a sa propre, expérience à faire et voilà, déjà ceux qui viennent pour la première fois, ils vont pas vivre la même expérience que ceux qui ont déjà l'habitude d'en faire. C'est normal qu'il y ait des doutes, des inquiétudes, des réserves, des barrières de protection, le mental. Donc si nous, on est dans une dynamique où on attend qu'il se passe quelque chose, où on veut prouver Mmh. quelque chose, en tout cas, c'est pas ma façon de travailler. Il y a eu, une époque où c'était plus le cas, tout ce qui était New Age, où on allait chercher un peu la catharsis, où on voulait absolument emmener les gens, aller à la rencontre de leur intensité, de leur Mmh. profondeur, en venant appuyer, tout ça. Mais moi, c'est plus trop, enfin, ça n'a jamais été, en tout cas, c'est pas trop ma façon de travailler. Même si voilà, parfois ça peut être pertinent et qu'il y a des personnes qui pourraient en avoir besoin, mais je suis plus,
adepte de dire que maintenant, on peut aussi avoir des voies de transformation très puissantes en passant par la douceur et par la présence. Ouais. Ouais. Merci, je te rejoins là-dessus et du coup, j'en profite pour faire la transition parce que j'avais une autre question qui concernait un petit peu, justement cet espace sécurisant, heu, avec justement les potentielles, dérives actuelles ou potentielles liées à l'essor des activités aussi spirituelles et d'accompagnement. Comment toi tu places ton éthique, ton espace d'éthique et qu'est-ce que tu conseilles aux personnes qui veulent choisir justement un accompagnement, mais dans leurs responsabilités et dans un espace, sécurisant et sécurisé. Déjà en amont, moi, je préviens qu'il y a des contre-indications, j'explique un petit peu comment ça peut se passer, Mmh. et en même temps, je pense que dans l'énergie, je pose qu'on vient pas chercher du spectacle, ou on vient pas chercher de l'extraordinaire, on vient juste dans un espace où en fait on a à vivre ce qu'on a à vivre. Je pose aussi au début que, on est toujours là, quoi qu'il arrive, que s'il y a quoi que ce soit, on est en présence. S'il y en a qui ont besoin de sortir, d'aller aux toilettes, de boire, enfin tout est possible. Et à la fin, il y a toujours un temps aussi où je ramène les gens, à leur corps. Il y a un petit temps où en général, ils se regardent dans les yeux, ils parlent. Un temps pour se déposer, en fait, c'est important. Je prends le temps aussi pour qu'ils aient le temps de revenir. C'est-à-dire que je vais pas terminer la cérémonie et: «Bon allez, prenez vos affaires et vous partez». Mmh. Parce que c'est important aussi de prendre le temps d'intégrer. Il y a des recommandations pour après, et puis moi, je dis toujours dans tous mes stages que la porte, elle est ouverte. S'il y a des choses qui remontent, si ça brasse, je suis là pour accueillir, pour en parler. Et j'ai jamais eu, en tout cas, de personnes, rarement, qui ont eu des soucis, et qui ont même eu besoin de forcément beaucoup m'écrire. Mais juste le fait de savoir que c'est possible, d'avoir l'autorisation, en tout cas, de pouvoir se déposer, d'en parler, c'est important. Oui. Et après, je pense que c'est juste dans la posture, subtile, énergétique, que ce soit mes élèves ou moi, les personnes qui viennent sentent que, voilà, il y a pas d'intention cachée, il y a pas d'attente, il y a pas d'agressivité, il y a pas de quoi que ce soit. Et nous, on est vraiment là pour accompagner le mouvement, qui va se créer de lui-même, en fait. Et je pense que c'est ça qui est le plus important. Après, par rapport à toutes les dérives, et c'est toujours compliqué de rentrer dans ce sujet parce que, encore une fois, nous, on vient tous avec notre expérience, d'être humain, on a tous nos bagages, on a notre propre regard sur les choses. Bon, moi, j'ai quand même un peu l'avis aussi que, de toute façon, s'il y a des personnes qui attirent à eux, un public, c'est qu'ils ont forcément quelque chose à faire vivre à ces gens-là. Et si nous, on y va, c'est aussi peut-être qu'on a quelque chose à apprendre. Mais en tout cas, voilà, moi, je sais que dans mes valeurs, il y a vraiment, un profond respect pour ce que traverse chacun, une écoute, bienveillante, un non-jugement, le plus possible, et voilà, une présence, pour ce que les personnes ont à vivre. Il y a beaucoup de douceur en tout cas dans tes partages et dans ton énergie donc c'est vrai que je trouve que c'est important, même si comme tu dis, on peut très bien, choisir un mode d'accompagnement qui s'assimilerait plus du coup à du coaching, à quelque chose de plus énergique pardon et cetera. Mais voilà, je suis assez adepte aussi de ce mouvement de douceur, de s'accompagner avec douceur et de pas forcer les choses, voilà. Mmh. Toi, qu'est-ce qui t'a amené, c'est quoi un petit peu, si tu as envie de partager une partie de ton histoire, qu'est-ce qui t'a amené dans ce processus, plus spirituel et à partager et qu'est-ce qui t'a, appelé en fait à ça? Alors moi, c'est une maladie qui m'a mise sur ce chemin. Quand j'étais enfant, j'étais déjà, rêveuse, romantique, artiste, voilà, je chantais, je dansais, enfin, j'ai toujours été un petit peu comme ça. Et puis après, je suis rentrée dans la matrice et dans le moule, et j'ai commencé avec un parcours en communication, mais j'étais plutôt mal dans ma peau quand j'étais jeune, je me cherchais beaucoup, j'étais vraiment en quête de sens, de la vie. Je me sentais toujours en décalage par rapport aux autres. Et en fait, une semaine après les attentats du Bataclan à Paris, moi, j'ai une maladie qui est apparue. J'ai eu des très grosses douleurs, dans le bras, et j'ai eu une semi-paralysie du bras. Et donc c'est un syndrome, le personnage Turner, que personne n'a su expliquer.
En tout cas, les neurologues disent que c'est d'origine inconnue, donc ils ne savent pas pourquoi, et c'est assez rigolo. Et c'est ça qui a fait que je me suis mise à lire des choses, à m'intéresser à des approches holistiques, à reprendre des bouquins que ma mère m'avait donnés sur le développement personnel, sur les huiles essentielles, des trucs comme ça. Parce qu'elle était déjà un peu consciente de ça sans trop l'avoir mis en avant. Mmh. Et en fait, c'est un parcours de guérison qui m'a amenée à tout ça parce que je me suis mise à aller à des conférences, à faire des ateliers et j'ai découvert la naturopathie. Et donc, je me suis dit, oh, tiens, je vais me former en naturopathie. Donc, j'ai fait un emprunt. Je me suis engagée sur une école en 3 ans. Au final, je me suis arrêtée au milieu. Et en parallèle, je me suis formée au cercle de femmes, au yoga, à la voix, à plein de choses. Et je me suis mise à beaucoup voyager. Donc, en l'espace de 2-3 ans, je suis partie plusieurs fois à Bali. Je suis allée en Inde, au Népal, au Pérou. Et voilà, c'est tout ce parcours-là qui m'a emmenée là où je suis. Et ça a commencé avec un blog qui s'appelait Bonheur au naturel, où en fait, je racontais mon parcours de guérison et mes explorations et ce que je découvrais. Je partageais avec les gens. Et tout ça a pris une ampleur assez immense rapidement. Et donc, on a commencé à me contacter pour que j'écrive des petits livres sur les cristaux, sur la lune. Après, j'ai eu un projet d'oracle et après, il y a plein de choses qui se sont enchaînées. Et c'est ça qui a fait que voilà, j'ai testé, exploré plein de choses pour moi. Et ensuite, j'ai senti qu'est-ce qui me parlait vraiment et qu'est-ce que j'avais Mmh. envie d'utiliser et de transmettre. Et ce qui est vraiment resté, c'est la voix, la vibration, le souffle et puis la psychologie, la conscience de soi, quoi. Mmh. C'est rigolo parce que c'est quelque chose d'assez, je trouve, collectif que de ce process, hein, de venir se reconnecter à soi en passant par évidemment sa propre guérison. Et aussi, on passe toujours par un petit peu cette quête en fait de qu'est-ce qui va nous convenir à nous, qu'est-ce qui va nous parler. On partage et en fait, c'est ensuite comme ça que la vie nous ramène à ce qui est juste et nous propose les opportunités en fonction voilà, de ce qui nous est appelé à faire. Quoi. Et c'est marrant aussi de voir à quel point, du coup, cet élément déclencheur qui a été quand même quelque chose de handicapant au départ physiquement, cette impuissance, qui t'a ramené finalement du coup à des pratiques très yin en fait de présence où tu dois complètement lâcher l'énergie masculine en fait c'est ça qui t'a poussé vraiment à revenir à quelque chose de très très doux, très yin, très intuitif, très présence en fait. Oui, et alors revenir dans le corps, après, je sais pas si ça a toujours été yin et doux. Ok. Ouais. Parce que je suis quand même allée vers des approches chamaniques, moi, très rapidement. Et ce qui m'attirait, ça restait quand même des choses assez intenses, où je suis allée prendre des plantes au Pérou. Enseignants Dans ta quête. ouais. Mes enseignants chamaniques, ils avaient quand même une approche frontale, dans le sens où on va pas tourner autour du pot, on va te dire les choses et voilà, sortir de l'archétype de la victime et reprendre vraiment sa responsabilité, son pouvoir. Moi, je me suis toujours dirigée vers des enseignants qui étaient très comme ça. Ok. J'ai pris beaucoup de tartes et je pense que j'en redemandais à chaque fois parce que Ouais. c'est ça qui a fait que voilà, ça me permet d'avancer. Et donc, je porte quand même cette énergie que j'ai bien sûr modulée et modérée aussi avec le temps. D'accord. Maintenant, ça se retrouve aussi dans mes espaces. Alors, le breathwork, pas tellement parce que je chante, je parle pas, je suis vraiment plus dans la présence, effectivement, plus yin. Mais dans les constellations, j'ai quand même une approche où j'invite vraiment chacun à reprendre son pouvoir, sa responsabilité dans sa vie, à sortir de cette posture il m'arrive ça, le monde est contre moi et les autres sont responsables, alors que non, tout part de soi, même si parfois c'est difficile à entendre dans certains cas. Ouais. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, j'ai réussi effectivement à allier une espèce de mélange entre la douceur, de la présence, de l'accueil, du dialogue. Je suis aussi très branchée CNV, communication non violente, ça me parle beaucoup. Et à la fois une approche chamanique un peu plus yang, où il y a un moment donné, quand il faut y aller et on ne tourne pas autour du pot pendant 1000 ans, quoi. Oui, c'est intéressant en fait dans ta pratique et dans qui tu es, ça s'est aligné
enfin, tu as trouvé en tout cas un équilibre justement entre cette énergie yin et yang qui te convient bien et qui te permet toi aussi d'exprimer ces deux côtés-là, quoi. Mm. Et justement, ouais, dans cette approche plus... Donc, c'est physique hein, aussi. Est-ce que tu peux nous décrire comment ça se passe, les constellations archétypales, ce que tu appelles les constellations archétypales? Moi, je connais donc le principe des constellations familiales. J'imagine que ça se rapproche de ça. Mais moi, je pratique la systémie qui est plutôt sur un plan énergétique, qui est pas forcément... je crois que toi, ça se joue avec les personnes en direct. Moi, c'est pas forcément... c'est plutôt des objets que j'utilise. Mais je veux bien que ouais, tu nous décrives comment ça se passe. Oui, bah, la constellation, effectivement, en groupe, c'est... Alors, quand on fait des constellations archétypales, c'est on va consteller des parties de toi. Donc, il y a des personnes qui vont représenter des parties de toi et en fonction de ta problématique et de ton sujet, ça va être... il va y avoir quelqu'un qui va incarner ton cœur, ton corps, ton mental, ton enfant intérieur, ton âme. Voilà, ça peut être toutes des choses comme ça. Après, on peut aussi passer par les archétypes du féminin, par exemple, quelqu'un qui va incarner ta jeune fille, ton enchanteresse, ta sorcière. On peut consteller ton zodiaque aussi, enfin les planètes. Donc, par exemple, quelqu'un qui va incarner ton soleil, ta lune, ta Vénus, ton Mars, ton Mercure. Ça, c'est rigolo aussi. Et ensuite, en fonction de ce qui se joue et de ce qui est nécessaire, on peut faire rentrer soit des grands archétypes plus collectifs comme la maternité, la liberté, le jugement, la foi, l'univers, voilà, voir un peu ce qui se joue en fait dans ton système par rapport à tout ça. Et on peut aussi faire rentrer des membres de la famille si on sent qu'il y a besoin d'avoir une résolution aussi à ce niveau-là. Donc ça, c'est plus voilà, le côté archétypal et systémique. Et ensuite, je fais aussi des constellations familiales, mais c'est deux approches différentes. D'accord. C'est quoi la différence pour toi? Bah, la constellation familiale, on va vraiment poser l'arbre au global avec tes parents, tes grands-parents. On va remonter sur une, deux ou trois générations en fonction de ce qui se joue et de ce qui est pertinent. Et là, on va plus chercher à aller pacifier et rendre la charge aux personnes qui doivent porter les charges dans le système, plutôt que ce soit toi qui les portes et donc tu puisses te libérer de choses qui ne t'appartiennent pas. Ouais. Alors que dans la constellation archétypale, on va plus chercher à aller restaurer des parties de ton inconscient, où toi, tu vas reprendre la responsabilité justement de ce qui se joue dans ton inconscient, dans le besoin des différentes parties de toi, et ensuite de pouvoir venir remettre du mouvement et clarifier quels sont tes besoins et qu'est-ce qui a besoin d'être fait pour que ça puisse justement se libérer et être plus léger ensuite dans ton inconscient. Ouais. Oui, c'est intéressant. En fait, c'est la même chose. Bon, c'est un système en fait que tu poses sur la table, que ce soit interne ou externe avec des personnes autour de toi. C'est ce que je fais, mais j'utilise la médiumnité pour faire poser en fait des objets sur la table et puis les faire dialoguer entre eux. Mais en fait, toi, tu le fais en direct avec d'autres personnes et du coup, ça permet une connexion subtile aussi entre ces personnes, ce que je trouve intéressant aussi. D'accord. Et comment, du coup, comment tu as découvert, toi, ce que tu appelles ta voie médecine, cette voie du chant? Pour toi, c'était quoi le parcours vers ça? Parce que ça me parle aussi, donc ça m'intéresse. Ouais, bah, la voix, moi, ça a toujours été présent. Quand j'étais petite, je chantais tout le temps. J'étais une passionnée de comédie musicale. J'avais tout le temps de la musique partout, dans ma chambre, dans mes oreilles. Vraiment, ma maman m'a emmenée à la chorale quand j'étais enfant, donc j'ai un peu fait de chorale avec elle. Puis après, bon, les années ont passé, j'ai un peu laissé de côté. Et puis quand je me suis remise à me réouvrir à ce monde et à tout ça, la première porte, ça a été la voix chamanique, les approches chamaniques, parce que je sentais qu'il y avait un petit peu de chant, mais bon, ça restait assez encore un peu mystérieux. Et puis je me suis formée en yoga du son avec les sons mers. Donc là, tu pratiques en fait certains sons pendant 1 heure, 2 heures. Tu rentres dans un état de transe D'accord. avec la pratique de certains sons. Donc là, c'est pas des chants ou des choses comme ça. C'est vraiment, tu vas te connecter au chant des voyelles,
pour te connecter à certains états intérieurs. Et ça a été super parce que ça m'a vraiment permis déjà de me réapproprier ma voix, mon corps instrument, voir un peu ce qui se passait à l'intérieur de moi quand je chantais, différentes sonorités, tonalités. Après, je suis partie au Népal et j'ai fait un stage de nad yoga avec un prof de chant indien. Donc là, on apprenait à chanter des ragas. C'est vraiment voilà comment tu chantes en fait. On va dire que c'est un peu le solfège indien, tout en étant capable de faire des chants. C'est très particulier, les ragas indiens. Si ça vous intéresse, vous pouvez les creuser. C'était génial. Donc là, pareil, j'ai continué à me réapproprier mon chant, ma voix, à me reconnecter au mantra. Et puis après, le voyage au Pérou, ça m'a réouvert la porte des chants médecine. Et j'ai commencé à chanter de plus en plus. Je me suis mise à chanter avec mon tambour, avec mon ukulélé. Là, ça fait pas longtemps que je me remets un peu à la guitare. Voilà, je suis pas très assidue musicienne. J'avoue que j'ai tendance à rester dans ma zone de confort. Et moi, ce que j'aime, c'est le chant. Ça va pas forcément être de savoir maîtriser un instrument pendant des heures. Ça, c'est plus mon compagnon qui fait ça. Ouais, d'accord. Mais voilà, ça a été un enchaînement de tout ça et que j'ai continué à approfondir, à explorer parce qu'au final, dans mes espaces, le fait d'amener le chant et la voix, c'est aussi ça qui parfois libère et c'est extraordinaire. Dans les constellations, parfois, il y a quelque chose qui est coincé, qui est verrouillé. Il suffit d'amener un chant avec une intention pour que, pouf, il y ait quelque chose qui switch et ça, c'est magique. Donc ouais, tu viens de répondre du coup à ce que j'allais te demander, mais du coup c'est un espace donc de libération. Il y a des choses qui peuvent se libérer avec la voix, l'émotion. Voilà, c'est pas seulement un espace d'exaltation, de joie. Enfin, ça peut être les deux d'ailleurs, qui te connectent aussi à ta présence finalement. Ouais, c'est un peu justement les deux canaux qu'on transmet dans une formation que je fais avec une amie qui est prof de chant, où on a dit justement à nos élèves qui commencent tout juste le parcours là, que pour nous la voix elle a ces deux voies d'exploration, ces deux canaux qui sont différents mais qui se rejoignent. C'est le bhakti yoga, donc ça c'est plus le chant dans sa célébration, connecté au divin, connecté à l'extase, les kirtans, les cercles de chant, tout ça c'est plus on va chercher ça. Les cérémonies cacao, tout ça, vu qu'il y en a plein maintenant. Et le deuxième pan, c'est plus effectivement la voix médecine, la guérison, amener un chant. Qu'est-ce qui se passe quand tu amènes un chant avec une certaine énergie, avec une certaine intention? À ce moment-là, tu peux ouvrir des espaces pour que la personne elle aille connecter à sa joie, à sa colère, à sa tristesse. Et là, le chant devient une médecine et c'est ça qui est extraordinaire. Ouais, il y a vraiment ces deux aspects-là aussi que je retrouve et que j'affectionne particulièrement avec le son et la voix en particulier. Ouais. Est-ce que justement tu as une expérience intuitive ou subtile, je ne sais pas, d'exaltation dans tout ce que tu as pu expérimenter, toi personnellement, ou tu as ressenti quelque chose que tu n'avais pas ressenti avant, ou je ne sais pas, quelque chose qui pourrait... Avec la voix ou de façon... De manière générale, ouais, plutôt. Il y en a eu tellement. T'as marqué, ouais, j'imagine. Forcément, ce qui a été quand même très très fort, c'est les plans de maîtresse que j'ai expérimentés quand je suis partie au Pérou. Après, faut pas se leurrer, hein, c'était pas tout rose, ça a été très dur. Hein. Il y a une cérémonie, je me suis vue mourir, je pensais que je reviendrais jamais. Enfin, c'était. Ah ouais, waouh. Ça a été initiatique extraordinaire, mais j'avais besoin de vivre ça. En plus, j'ai pris 2 doses parce que la première dose m'a rien fait. Enfin voilà. J'avais tout un truc à traverser avec le contrôle et l'abandon. Donc ça a quand même été très, très fort. Mais voilà, faut se sentir prêt parce que c'est pas rien. Ouais, il faut se sentir prêt. Il faut préciser que tout le monde n'est pas obligé de passer par ce type d'expérience pour... Non. Moi, j'avais besoin de faire ça. J'y suis même pas allée en mode je vais connecter à un truc spirituel ou quoi. Moi, c'était pour travailler sur ma sécurité intérieure. J'avais besoin d'aller dans un espace où j'allais me challenger, où j'allais sortir de ma zone de confort, aller dans un pays que je connais pas, toute seule. On a quand même 3 nuits où on dort dans une hutte dans la jungle. Enfin, tu vois, moi, c'était ça que j'allais chercher. C'était pas j'ai envie de vivre une expérience spirituelle. C'était vraiment j'ai besoin de connecter à ma sécurité intérieure, donc je vais me challenger et aller faire ça.
j'étais en confiance, en sécurité, parce que je savais que le lieu était très bien. Enfin voilà, faut pas faire ça avec n'importe qui, n'importe quand. C'est hyper important aussi de le poser. Mais du coup, voilà, ça a quand même été une expérience très forte pour moi, pas sur le plan de l'éveil, mais Ouais. vraiment dans ma Un sécurité, thème en particulier, ouais. dans mon besoin en tout cas de me connecter à mes ressources et à ma capacité à m'abandonner, à faire confiance, à avoir foi en la vie, en moi. Et voilà, donc ça, c'était fort. Après, il y a eu, j'ai fait une retraite de danse avec 35 femmes quand je suis partie en Thaïlande. Ça a été extraordinaire aussi parce que, ben voilà, de se reconnecter au corps. Moi qui avais beaucoup de complexes quand j'étais plus jeune, de danser devant des femmes, vraiment prendre ton plein pouvoir dans ton corps, ça a été très fort aussi pour moi. Et puis après, mes voyages, je pense que c'est le Népal et l'Inde, ça a été extraordinaire. L'Inde, j'y suis allée parce que je suis tombée amoureuse d'un Indien pendant ma retraite au Népal. Donc, Génial. on est resté 7 mois ensemble et je suis allée 2 fois en Inde pour le voir. Et je me suis sentie chez moi. Et l'Inde, il y a quelque chose d'extraordinaire. À chaque fois, je dis, j'ai détesté et adoré. C'est le pays des contrastes. Et donc là, pareil, quand tu as besoin de travailler sur ta capacité à accueillir les polarités, le moche, le beau, l'extatique, la souffrance. Enfin, l'Inde, c'est vraiment un pays qui te fait traverser toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et moi, j'ai adoré ça. Donc, voilà, c'est un peu ce qui me vient en te répondant à ta question. Merci, ouais, non, c'est très intéressant. C'est très intéressant parce que, bon, encore une fois, c'est vraiment propre à chacun, mais c'est intéressant de voir que tu pas forcément, oui, aller chercher, entre guillemets, un certain éveil, mais que parfois tu es consciente, on peut être conscient oui, d'une blessure, comme tu dis, ou d'un thème à travailler en particulier et que d'aller chercher une expérience par rapport à ça, ça peut être intéressant et puis ça peut être sous une forme différente pour chacun. Mais ouais, je trouve ça intéressant. Mmh. J'ai une dernière question sur ton livre, enfin comment dire, le fait que tu abordes la manifestation sacrée, parce que j'ai fait un interview il y a pas longtemps, cette semaine en fait, avec Cindy de Éveil Spirituel, qui est mentor en loi de l'attraction. Et du coup, ça m'intéressait de toi d'avoir ton point de vue sur ce qu'est la manifestation pour toi et comment tu considères que voilà, qu'on a ce pouvoir de manifestation dans notre vie. Oui, bah après, c'est aussi un vaste sujet, mais ce qui me vient, c'est que, en fait, à travers ce livre qui était inspiré à la base d'un de mes programmes aussi en ligne, où j'avais envie de permettre aux personnes de reconnecter à leur pouvoir de co-créateur avec l'univers. Pour moi, c'est vraiment ça qui est présent, c'est qu'on a cette capacité de voir qu'on est, ouais, on est co-créateur avec l'univers. C'est pas, la vie n'est pas une succession de chance ou de malchance. Tout ce qu'on vibre, en fait, se manifeste dans l'univers. Et donc, à travers ce livre et tout ça, j'avais envie de pouvoir emmener les gens à comprendre ce qui peut se jouer justement dans leur inconscient, avec leurs croyances. Qu'est-ce qui fait que parfois ils n'arrivent pas à manifester? Qu'est-ce que ça veut dire aussi manifester depuis un espace de cœur, pas depuis un espace de volonté et d'ego, de je veux avoir 10 000 euros sur mon compte en banque parce que machin, je vais pouvoir prouver que, ou alors ça va me mettre en sécurité parce que ça part d'un espace de peur. Enfin, voilà, c'est détricoter un petit peu tout ça. Ouais. Et donc la manifestation, c'est ça pour moi, c'est notre capacité à arriver à sentir et à trouver cet espace où quand on est pleinement aligné avec ce qui est juste pour nous et qu'on est connecté à notre joie, à notre cœur et qu'on reste branché sur la bonne fréquence, et ben la vie, elle nous soutient et elle nous ouvre les portes de ce qui doit être juste pour nous. Et est-ce que tu as un ou deux conseils justement pour les personnes qui sont dans ces espaces qu'on traverse tous et qu'on peut retraverser tous, où justement c'est pas fluide, il y a quelque chose qui bloque dans ce qu'on souhaite manifester, ou pour peut-être ressentir là où c'est l'espace peut-être de l'ego et que c'est pour ça que ça bloque, ou c'est bien l'espace du cœur mais ça bloque quand même. Est-ce que tu as un ou deux conseils pour ouvrir, peut-être fluidifier à ces moments-là? Quand on est dans l'espace du cœur, ça peut pas bloquer.
Si vraiment on est aligné sur un truc où on a notre place, où on est dans notre joie, où la vie, elle sait que c'est notre chemin, en général, c'est fluide. Ok. C'est plutôt d'observer les schémas répétitifs. Qu'est-ce qui se répète? Qu'est-ce qui bloque? Et du coup, d'aller essayer de transformer ça. Pas forcément avec toujours de la compréhension mentale, d'essayer de détricoter le truc pendant 1000 ans, mais juste de dire, OK, bon, bah, je vois que, je sais pas, je prends un exemple, je tombe tout le temps dans des relations où la personne, elle n'est pas prête à s'engager. Pour moi, c'est déjà de s'autoriser et d'avoir l'humilité de se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui en moi ne veut pas s'engager? Mm. Est-ce que dans mon histoire familiale, il y a des trucs qui bloquent avec l'engagement? Est-ce que au final derrière il n'y a pas des peurs? Est-ce qu'il n'y a pas des croyances? Voilà, de juste en fait se poser des questions, venir questionner le nœud. Et en Ouais. général, c'est en posant les bonnes questions qu'il y a des réponses qui apparaissent. Et une fois qu'on met le doigt sur un truc, bon bah comment on va essayer de transformer ça? Souvent, je conseille de passer par l'inconscient parce que c'est quand même ce qui reste le plus puissant. Donc après, maintenant, aujourd'hui, on a tellement d'approches pour Ouais. faire ça qu'on décide d'aller faire de l'hypnose, de l'EMDR, des constelles, du breathwork. Peu importe, à partir du moment où on va aller switcher le truc dans l'inconscient et que ça va passer par le corps et par notre intelligence cellulaire et corporelle, je pense qu'il y a forcément quelque chose qui va se passer. Et puis accepter que parfois il y a des choses qui prennent du temps Oui. et qu'il y a des sujets qui restent pendant des mois, voire des années, et que ça fait partie du jeu de la vie. C'est ça. Merci beaucoup. Écoute, est-ce que tu as envie de nous partager, pour terminer cette interview, pardon, une ressource, un livre, un film spirituel ou peut-être une personne, que tu suis, un compte Instagram, voilà, une ressource, que toi, tu as envie de partager? Bah écoute, là, ce qui me vient, c'est le compte Instagram Apprenti Girafe. Ouais, ah, je connais pas, j'irai voir, merci. C'est une nana qui illustre la CNV en fait avec les petits dessins Mmh. de la girafe, du chacal, et elle amène la communication non violente avec beaucoup de légèreté, de simplicité. Et du coup, je trouve que son compte, il est très chouette, il est très mignon et ça pourrait aider tellement de gens Mmh. de comprendre en fait tout ça parce qu'à chaque fois, on en revient aux bases. Qu'est-ce que tu ressens dans ton corps? De quoi tu as besoin? Comment tu peux nourrir ton besoin? C'est quoi ton émotion? Donc voilà, j'ai ce petit compte qui me vient en tête et je trouve que tout le monde devrait apprendre la communication non violente à l'école et le monde serait différent. Tellement, mon Dieu, je crois que ça changerait déjà beaucoup de choses. Rien que ça, il y a plein d'autres sujets évidemment qu'on n'aborde pas à l'école et qui seraient bons d'aborder, mais c'est vrai que déjà ça changerait, je crois, beaucoup, beaucoup de choses. Ouais, exactement. Bah, écoute, je te remercie pour ton temps, d'avoir accepté cette invitation, d'avoir ouvert cet espace, avec nous. J'espère que ça pourra, voilà, éclairer certaines personnes, permettre de découvrir, certains espaces aussi. Et puis voilà, je mettrai les liens pour, te retrouver aussi, retrouver ce que tu partages et ce que tu transmets. Avec plaisir. Merci à toi pour ton invitation et puis voilà, s'il y a des interrogations, des questions, faut pas hésiter et voilà, merci à tout le monde de nous avoir écoutés aussi. Merci, au revoir.